je me marie, j'ai confiance, amour, solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? C'est au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital Dantec, tout va bien, Kairek, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y'attends, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, cinéma, le Paris, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème, où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, cinéma, le Paris. Il est maintenant 5 heures. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Vous direz sûrement pourquoi elle sourit. Alors, je vois les félicitations dans le chat, effectivement. Nous sommes champions d'Afrique. Donc, merci beaucoup pour les félicitations, Mohamed. Nous sommes champions d'Afrique. Hein? Merci. Bon, je vais emprunter le terme d'une collègue burkinabé. Elle dit que c'est juste que c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Donc, voilà, nous sommes tous champions d'Afrique. Alors, merci beaucoup et bienvenue à cette dernière session de KM Training. Bon, je le dis avec un peu de tristesse parce que comme je le dis depuis la dernière fois, vous allez nous manquer, mais on va toujours rester en contact. Alors, en attendant que les autres nous rejoignent, on va poursuivre pour rappeler un bref aperçu de Knowledge Success. Alors, je pense que maintenant, vous pouvez tous présenter Knowledge Success. Donc, c'est un projet de 35 millions de dollars sur 5 ans, financé par le Bureau de la population et de la santé reproductive de l'USAID.
Elle a débuté, donc sa période de mise en œuvre a débuté en février 2019 et en février 2024, nous allons terminer ce projet. Et il est dirigé par CCP, John Hopkins, donc en partenariat avec AMREF, qui gère l'Afrique de l'Est, Boussara Center et FHI 360 qui travaillent en Afrique de l'Ouest. Slide. Alors, je voulais profiter de ce début d'activité. Donc, je vais vous demander aujourd'hui à tous de mettre vos caméras. On va prendre une photo de famille. Donc, on va en prendre une au début et à la fin également, nous en reprendrons une autre. On va quand même garder de très bons souvenirs. Donc, mettez vos caméras, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent. Faites-nous un beau sourire et puis on va prendre une très belle photo. Ah, voilà. Très bien. Ah, très bien, Jackie. Voilà. Abdul Manzan, Jean-Jacques, s'il vous plaît. À Couture, donc Sophie, Nathalie, on va attendre un peu que les autres puissent mettre leur caméra. Jean-Jacques est en train de se mettre du parfum. Oh, Jean-Jacques, toi aussi. Toi aussi. Comment tu as su? C'est Denise. Ça, c'est la patronne. Ouais. Allez, mettez vos caméras. On va prendre cette belle photo. Ah, tu as Jean-Jacques, le parfum, il est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est parfait. Il a mis le parfum qui nous permet de prendre la prochaine. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns qui restent. Je vois qu'il y a Djibi qui essaie de se connecter. Peut-être on peut prendre la photo. Ça aurait été mieux si on avait tous les beaux visages. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. On prend une première photo et puis à la fin, espérons que tout le monde nous fera le plaisir de mettre sa caméra. Voilà. Ah, Fatoumata, j'adore ce sourire-là. OK. C'est bon. On doit sourire. OK. 1, 2, 3. Yes. Yes. OK. C'est bon ou bien tu veux en reprendre une deuxième? Je pense que c'est bon. C'est bon? Oui, c'est joli. Super. Si ce n'est pas joli dedans, là, tu vas reprendre des... Non, ne t'en fais pas, ce sera joli. OK. Alors, slide, please. Voilà, donc rebonjour à tous et bienvenue. Je ne vais pas m'attarder sur les présentations. Vous avez maintenant tellement l'habitude de voir nos visages là. Donc, vous avez Aïssa Tichai de FHI 360, moi-même, et Mohamed Sangaré, qui avons le plaisir d'animer ces sessions-là, de travailler avec vous. Slide. On passe à notre habituel Menti pour l'exercice de recap. Donc, on va essayer de se rappeler ce qu'on a fait la dernière fois, de jauger un peu la compréhension des uns et des autres. Donc, sans plus tarder, nous allons faire un sondage rapide. Et vous pouvez aller sur menti.com et utiliser le code 64 97 3518. Et si vous ne pouvez pas saisir vos réponses sur Menti, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va reporter ça. C'est bon? Donc, la première question sur Menti, la communauté de pratique est constituée uniquement des gens de votre organisation. Vrai ou faux? Allez, 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 allez. On est champion, on se dépêche. Oui. Je vois beaucoup de faux. OK, faux, faux, faux.
Très bien. Alors, je pense que tous ceux qui ont répondu ont trouvé, c'est la bonne réponse. Donc, une communauté de pratique ne doit pas être composée seulement Bonjour. bonjour. Donc, une communauté de pratique ne doit pas être composée uniquement des gens de votre organisation. Donc, une communauté de pratique est ouverte. Et pourquoi? Vous savez tous, comme on l'a dit la dernière fois, l'un des avantages de la communauté de pratique, c'est d'apprendre ce que font les autres, d'explorer de nouvelles technologies et de créer conjointement des outils, des manuels. Donc, on ne s'enferme pas dans son organisation. On doit s'ouvrir, d'autant plus qu'elle doit favoriser la collaboration, l'interaction. Donc, quand vous créez, si vous pensez créer une communauté de pratique, dites-vous que c'est tout à fait ouvert aux autres, en tout cas avec qui vous partagez le même domaine d'activité, avec qui vous voulez échanger sur des questions qui vous interpellent tous. Slide, non pas slide, l'autre question sur Menti. Donc, on dit une communauté de pratique est un café des connaissances. Et un café des connaissances sont les mêmes choses. Vrai ou faux? Une communauté de pratique et un café de connaissances sont les mêmes choses. Faux. Pour ceux qui ne peuvent pas répondre, je vois beaucoup de faux. Oui. Faux. OK. Très bien. Alors, je pense qu'on peut avancer puisque personne n'a mis vrai. Vous avez tout à fait raison, c'est faux. La communauté de pratique et le café de connaissances ne sont pas pareils. Et je vais vous faire un bref rappel de ce qu'est une communauté de pratique et ce qu'est un café de connaissances. Donc, les communautés de pratique sont une structure globale qui facilite l'échange de connaissances et où plusieurs méthodes d'échange peuvent être utilisées, notamment les cafés de connaissances. Donc, vous verrez que dans la communauté de pratique, on peut utiliser plusieurs méthodes pour échanger, dont les cafés de connaissances. Et donc, la communauté de pratique est généralement sur le long terme et c'est un groupe qui n'est pas axé sur les tâches. Donc, les membres peuvent bel et bien accomplir des tâches, mais les tâches ne définissent pas la communauté. Ce qui se fait, c'est qu'ils adhèrent pour apprendre et ils construisent la confiance en travaillant ensemble au fil du temps. Donc, ce qui fait appel un peu à cet apprentissage-là et à cette collaboration. Alors, retenez que pour les communautés de pratique, il n'y a pas un plan de travail spécifique, encore moins des tâches précises. Les membres d'une communauté de pratique se réunissent vraiment pour partager les leçons apprises et les meilleures pratiques et pas nécessairement axées sur une tâche. Et pour le café de connaissances, donc c'est une autre technique également d'échange, mais vraiment pas très lourde, c'est assez fluide et elle peut être organisée au cours d'une réunion d'équipe d'1 heure ou pendant la pause déjeuner au travail. Donc, autant elle peut être organisée au niveau des communautés de pratique, mais elle est tellement facile à organiser, elle n'est tellement pas lourde qu'à tel point on peut l'organiser au cours d'une réunion d'équipe d'1 heure ou juste pendant la pause déjeuner. Et puis, elle peut être combinée avec certaines des autres techniques, notamment les salons de partage. Donc, voilà, c'est juste des conversations ouvertes, créatives et dirigées par un facilitateur pour faire émerger les connaissances collectives, partager des idées et encourager le dialogue collaboratif dans un environnement détendu de type café, comme son nom l'indique. Donc, c'est un café de connaissances à votre niveau. Vous pouvez vouloir l'appeler un thé de connaissances si vous préférez le thé, mais c'est vraiment dans un cadre détendu où l'on partage, où l'on échange. On passe à la prochaine question sur le Menti. Cochez les réponses qui montrent la différence entre un salon de partage et une conférence. Cochez les bonnes réponses et puis on verra.
Alors, on dit dans le salon de partage, le nombre de participants est restreint. Dans le salon de partage, la communication est très formelle. Le salon de partage se concentre surtout sur les connaissances tacites, c'est-à-dire les connaissances qui sont dans la tête des gens. Cochez, s'il vous plaît, les réponses qui montrent la différence entre un salon de partage et une conférence. Oui, je vois le nombre de participants est restreint. OK. On n'a pas beaucoup de réponses. Pourquoi? Mettez vos réponses dans le chat si c'est plus facile pour vous. Oui, donc, beaucoup mettent comme différence le nombre de participants qui est restreint. Oui, oui, est restreint. OK. Le nombre de participants est limité. D'accord. Alors, quelle est la différence entre... donc, vous avez raison pour ceux qui disent que le nombre de participants est restreint dans un salon de partage, donc contrairement à la conférence. Donc, c'est quoi la différence entre un salon de partage et une conférence typique? C'est que ces événements sont généralement plus restreints. Donc, vous avez parfaitement raison. Environ, nous devons avoir 50 ou 75 personnes maximum dans un salon de partage et limité à un public distinct. Et les participants sont souvent sélectionnés pour échanger sur un sujet donné. Donc, les séances de l'événement sont organisées par l'hôte et les participants sont souvent invités par opposition à l'inscription ou à la soumission d'un résumé, comme dans une conférence standard. Donc, dans une conférence standard, on peut juste annoncer la conférence, le thème, les différentes conditions, et il vous suffit de vous inscrire pour y participer, alors que là, les invités sont identifiés et sont invités. Et pour le salon de partage également, le sujet est généralement assez spécifique. Par exemple, les leçons, on peut avoir comme exemple un salon de partage sur les leçons tirées de l'introduction d'un implant contraceptif par opposition aux conférences où il y a un vaste sujet comme la planification familiale et où on peut piocher divers thèmes rattachés à la planification familiale globalement. Donc, les salons de partage se concentrent sur les expériences et les connaissances que les gens ont dans la tête. Donc, ce sont des connaissances qui sont souvent difficiles à partager, d'où l'identification d'invités spécifiques à avoir dans ces salons de partage-là. Et les présentations également peuvent être plus variées et créatives. Donc, on peut faire de la musique, on peut faire du théâtre, du jeu de rôle, des jeux de rôle, des récits dans un salon de partage pour évoquer ces connaissances-là qui ne sont pas toujours faciles à partager avec les autres. Et la communication pendant les événements est également moins formelle. Donc, il y en a qui n'ont pas, il y en a qui ont mis cette réponse, mais beaucoup non. Mais effectivement, la communication pendant les salons de partage est moins formelle et l'ordre du jour est moins structuré. Donc, c'est qu'il y a davantage de plaisir et de créativité qui peuvent souvent inciter les gens à s'ouvrir et à partager leurs expériences de façon plus volontiers, de façon plus volontaire. On retourne au Menti dans un Fairfest. Le plus important, c'est de partager les échecs et non les leçons qu'on a apprises de cet échec. Est-ce vrai ou faux? Je pense que dans la première question, j'ai un peu effleuré. Voilà, donc faux dans le chat. Faux. Faux. OK. Alors, puisqu'on n'a pas de vrai, ça veut dire que tout le monde a compris. Effectivement, dans un Fairfest, le plus important, ce n'est pas
de se focaliser sur les échecs, mais c'est également de tenir compte des leçons apprises de cet échec-là. Quand on organise des Failfest, c'est véritablement pour pouvoir utiliser les leçons apprises tirées de ces échecs. C'est ça aussi l'avantage. Donc, ce n'est pas juste toujours d'utiliser les succès, les bonnes pratiques, mais aussi de savoir tirer des leçons apprises des échecs. Et sachez que l'un des éléments de succès du Failfest, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur l'échec, mais ce que vous avez appris et la manière dont vous améliorerez le programme si vous le refaisiez, ou bien la manière dont vous allez agir si demain, prochainement, vous devez faire face à une situation pareille, à une expérience pareille. Donc, ça permet toujours d'anticiper, de corriger, d'améliorer, de changer. Donc, c'est un peu le genre, le Failfest est un peu le genre d'un salon de partage, mais qui se concentre sur le partage et l'apprentissage des échecs de chacun. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour du Mindy. Juste vous rappeler également que vous avez l'opportunité de participer à un Failfest, organisé avec Knowledge Success IDP et Gate Institute lors de l'ICFP 2022. Donc, restez à l'écoute pour connaître les détails si vous voulez participer. C'est vraiment l'occasion rêvée pour participer à ce genre d'activité. Et si à votre niveau également, vous souhaitez organiser un Failfest, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous accueillerons volontiers. Est-ce que ça va? On peut poursuivre. OK. Alors, on va poursuivre toujours pour les recaps. Donc, rapidement, on va revenir sur ce qu'est la gestion des connaissances. Je pense que maintenant, c'est bien. J'aurais pu, si on avait assez de temps, vous laisser me dire c'est quoi la gestion des connaissances, mais juste vous rappeler que c'est un processus systématique de collecte et de conservation des connaissances et de connexion des personnes à ces connaissances afin qu'elles puissent agir de manière efficace et efficiente. Donc, si vous voyez le processus qu'on a suivi depuis le début de ces sessions-là, nous ramène à cette définition de la gestion des connaissances pour mettre à votre disposition des outils et des techniques qui vous permettent de collecter, de conserver et de connecter les personnes à ces connaissances-là afin qu'elles puissent les utiliser, les appliquer. Et aujourd'hui, on va voir l'application des connaissances. Slide. Alors, pour les objectifs d'apprentissage, aujourd'hui, à la fin de cette session, nous souhaitons que vous ayez une compréhension de certaines approches à utiliser pour pouvoir appliquer de nouvelles connaissances et que vous puissiez également choisir certaines de ces approches à utiliser avec vos collègues pour améliorer la mise en œuvre de votre programme. Slide. Et l'ordre du jour, on va commencer par une présentation globale de l'application des connaissances, donner des exemples d'approches de gestion des connaissances pour appliquer les connaissances. Nous aurons notamment à voir l'examen après action, l'assistance par les pairs, les voyages d'études, le jumelage, le mentorat. Et enfin, on va vous prodiguer quelques conseils pratiques pour l'application des connaissances avant de passer aux questions et réponses et aux prochaines étapes. Mais comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On essaiera de répondre au fur et à mesure que l'on avance. Slide. Slide. On va voir globalement ce que signifie appliquer des connaissances. Slide. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'appliquer des connaissances? Appliquer ou utiliser les connaissances signifie que nous mettons réellement en pratique les leçons apprises, les expériences et les informations que nous recueillons au cours de nos échanges de connaissances, de nos récits et d'autres approches. Donc, si vous vous souvenez, peut-être lors des séances précédentes, nous avons évoqué la création de contenu en rassemblant des connaissances, en racontant des histoires et en communiquant avec nos publics.
Nous avons également parlé de l'échange de connaissances à l'aide de techniques telles que les communautés de pratique, les salons de partage et les cafés de connaissances. Toutefois, si nous nous contentons de rassembler les connaissances sans les appliquer à notre travail quotidien, nous n'avons vraiment pas atteint l'objectif de la gestion des connaissances. La gestion des connaissances, c'est aussi de pouvoir utiliser, appliquer ces connaissances acquises. Et en ce sens, il est important d'établir et de maintenir un système de soutien sur lequel nous pouvons compter et qui nous aidera à réfléchir aux défis, à nous tenir au courant des nouvelles informations et à nous assurer que nous les prenons et les utilisons dans notre travail. Et finalement, l'utilisation des dernières données, expériences et directives améliore nos programmes. Slide. Alors, voici le cadre d'utilisation de la recherche qui peut nous aider à comprendre le processus d'application des connaissances. Donc, une fois que nous avons pris la décision d'adopter de nouvelles informations ou une nouvelle pratique, il existe certaines approches que nous pouvons utiliser pour nous assurer que ces connaissances sont appliquées ou utilisées. Donc, ce cadre est spécifique à la recherche, mais peut être appliqué également à tout type de nouvelles connaissances, qu'il s'agisse de recherche ou de connaissances expérientielles. Donc, lorsqu'on partagera ces ressources avec vous, vous pourriez vous penser effectivement sur ce cadre d'utilisation et au fur et à mesure que l'on avance, vous verrez que ce cadre également peut être appliqué à l'utilisation de la connaissance. Slide. Alors, il existe également un certain nombre d'approches différentes de la gestion des connaissances que vous pouvez utiliser pour appliquer les connaissances. Et en voici quelques-unes que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, nous avons choisi un éventail d'approches qui peuvent être utilisées pour répondre à vos besoins. Il y en a beaucoup d'autres également qui peuvent être utilisées. Donc, ce n'est pas seulement celle qu'on va présenter aujourd'hui qui existent, mais il y en a un éventail qui peuvent être utilisés. Mais c'est que nous voulions juste vous donner une idée de ce qui est possible et surtout, toutes ces approches peuvent être réalisées virtuellement. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur ces différentes approches qui vous sont présentées à l'écran. Et de ce fait, je vais passer la parole à Mohamed qui va vous entretenir de l'examen après action. Merci Mohamed, à toi. Ok, merci Aïssatou et bonjour, bonjour à tout le monde. Comme Aïssatou l'a souligné, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'on avance. Et j'espère que ça commence bien pour tout le monde. Slide, s'il vous plaît. OK, donc on va commencer par un premier point qui est examen après action. Certainement, beaucoup d'entre vous sont peut-être déjà habitués à ce type de processus, même si peut-être que vous ne savez pas exactement que c'est ce qu'on appelle aussi examen après action. Il s'agit d'un processus d'examen structuré ou de briefing permettant aux équipes de réfléchir à un événement ou à une tâche récente et de se poser un certain nombre de questions au cours de ce processus-là. Notamment, qu'est-ce qui s'est passé comparativement à ce que nous voulons faire, les résultats que nous avons rencontrés ou les difficultés rencontrées, pourquoi nous les avons rencontrés, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on puisse le faire en mieux la prochaine fois. Slide. Alors, généralement, dans toute équipe, c'est-à-dire quand une équipe achève une tâche quelconque donnée, ça peut être aussi un projet ou un événement, et dont le futur travail pourrait être amélioré par une réflexion sur les succès, les leçons apprises. Tout ce cadre-là peut bénéficier d'un examen après action. Donc, il s'agit vraiment de faciliter l'amélioration
des performances et, comment dire, c'est également un moyen, on va dire, qui est rapide à mettre en œuvre, rapide et facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin d'outils, de technologies sophistiquées ou autre chose. Il vous aide à documenter ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Nous pouvons saisir des perspectives diverses et ces activités encouragent un retour constructif au sein des équipes. Et surtout, ils vous aident à documenter et à appliquer ce que nous avons appris et ce que nous pouvons appliquer immédiatement lorsque nous poursuivons le programme ou en commençant voilà, un autre programme. Le meilleur moment pour faire un examen après action est vraiment de le faire le plus immédiat que possible après la tâche ou après l'événement ou l'activité afin que les informations puissent être recueillies fraîchement de l'esprit des membres de l'équipe. Et les examens après action peuvent se dérouler, ça peut être en ligne ou en personne, mais c'est aussi très peu technique. C'est vraiment pas un aspect très technique de l'événement, mais c'est vraiment la manière dont ça s'est déroulé. C'est sur ça qu'on essaiera de discuter. Et ça peut même se faire par simple appel téléphonique si, par exemple, des membres sont à différents niveaux. Les examens après action sont particulièrement utiles si vous ou d'autres personnes envisagez une activité similaire à l'avenir ou si vous pensez que d'autres personnes bénéficieront de ces découvertes clés. Il peut aussi simplement s'agir d'une activité continuelle. Très souvent, quand on entend, par exemple, vous voulez faire plusieurs activités à la fois, pour vous donner un exemple concret, souvent on mène des activités communautaires. Par exemple, disons, on veut faire une série de journées communautaires, par exemple. Alors, dès que vous faites la première journée communautaire, puisqu'il y en a d'autres, vous avez donc là l'occasion d'organiser un examen après action dès que la première journée finit, et c'est ce qui vous donne la possibilité de recueillir des éléments nécessaires pour que les autres journées puissent se faire en mieux. Slide. Alors, qu'est-ce qui fait le succès d'un examen après action? La première des choses, c'est impliquer tout le monde, impliquer toutes les personnes clés qui ont participé à l'événement ou à la tâche. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment avoir une bonne idée de tous les endroits possibles où il y avait des tâches clés et qui peuvent éventuellement impacter sur ce qui a été fait. Je me rappelle d'une activité de ce type où on était très nombreux. On a organisé l'examen après action par groupe. C'était une journée communautaire. Et une des choses, c'était que les personnes qui s'occupaient de la préparation de la nourriture, parce que c'est quelque chose qui se fait avec des centaines de personnes, disons qu'on les avait oubliés. Et il s'est trouvé que les gens avaient beaucoup de problèmes avec. Donc, d'où vraiment la nécessité de bien regarder les postes de tâches et de s'assurer que toutes les personnes clés donneront un avis sur ce qui s'est passé. Concentrez-vous sur le processus, surtout, et non sur les personnes. Parce qu'un examen après action n'est pas le moment pour blâmer quelqu'un. Ce n'est pas le moment pour avoir des discussions qui peuvent frustrer les uns et les autres et qui peuvent faire que les autres actions que vous voulez mener vont en pâtir à cause donc on va dire, du fait que certains se sont sentis blâmés dedans.
toutes les discussions doivent donc porter sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné dans le cadre du processus entrepris par l'équipe et non de la manière dont X a fait A ou a fait B. Et donc, ces discussions vraiment doivent être dans un cadre, on va dire, un lieu, en tout cas, privé pour l'équipe. Créer un environnement ouvert de confiance, comme je viens de le dire tantôt, pour que les gens se sentent à l'aise pour partager ce qu'ils pensent que l'équipe pourrait faire différemment la prochaine fois. Désigner un animateur et un preneur de notes. Et l'animateur doit s'assurer que chacun participe à la discussion, d'où l'intérêt aussi pour, j'ai envie de dire par exemple, pour le chef d'équipe, de bien identifier les postes de tâches et afin qu'il s'assure que sur toute la chaîne de l'événement, chacun a donné un avis sur ce qui a fonctionné ou sur ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il s'agit vraiment de faire participer tous les membres de l'équipe, discuter de toutes les questions qui se trouvent dans les slides suivants. Vous verrez un modèle qui est donc juste un exemple. Enregistrer et partager les résultats avec les autres membres de l'équipe parce que, bon, si vous êtes plusieurs dizaines, certainement, tout le monde ne pourra pas y participer. Mais il s'agit vraiment d'utiliser les ressources humaines clés pour vous assurer que les conclusions de la discussion peuvent être distillées à tous les membres de l'équipe. Bon, même si ça se fait dans un cadre privé, il peut être quand même important souvent que le contenu puisse être partagé à d'autres personnes. Si jamais, par exemple, ces personnes doivent aussi organiser une activité similaire à ce que vous êtes en train de faire. Reportez-vous à ces notes lorsque vous entreprenez l'activité similaire ou dans l'exemple que je viens de donner, c'est une série de journées communautaires, c'est une série de journées de portes ouvertes que vous organisez. Donc, dans ces cas-là, reportez-vous à ce rapport-là pour améliorer les autres journées qui vont venir. Slide. Alors, je vous parlais tantôt d'un exemple de modèle. Et là, vous avez en fait une série de questions. Donc, à quelle série il serait vraiment utile d'y répondre? C'est vraiment des questions à titre indicatif, bien entendu. Cela voudrait dire que il est possible que pour votre cas spécifique, vous avez vous-même besoin, en tant que gestionnaire de programme, de vous poser des questions supplémentaires. Mais il est quand même utile que les questions qui sont là soient vraiment des questions de pointe sur lesquelles vous allez apaisantir la discussion. C'est entre autres, qu'avons-nous entrepris de faire et quels étaient les résultats attendus? Qu'avons-nous réellement accompli? Et quels ont été les résultats réels? S'il y a eu des différences, qu'est-ce qui détermine les causes de ces différences-là? Donc, qu'est-ce qui a marché? Pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et quelles sont les possibilités futures d'appliquer ou d'améliorer ce que nous venons de faire? Un élément important dans ce type de discussion, c'est la clarté, la transparence, parce que si on décide de ne pas dire ce qui s'est vraiment passé, ça voudrait dire qu'on va continuer à répéter les mêmes erreurs, donc à enregistrer des résultats moins par rapport à notre capacité en tant qu'équipe de fonctionner. Et vous allez retrouver dans les ressources qu'on va vous donner ce modèle d'examen après action. Slide. Alors, donc, je passe la main à Aïssatou. Il faut vous parler de l'assistance par les pairs. Merci beaucoup, Mohamed. On va poursuivre avec l'assistance par les pairs. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment nouveau pour vous. On a abordé la question
lors de notre première session. Donc, c'est l'un des exemples que nous avions parcouru, mais nous allons également le revoir aujourd'hui. Donc, il s'agit de l'une de nos techniques de gestion des connaissances préférées, car l'assistance par les pairs peut être très utile pour faire émerger de nouvelles connaissances et obtenir le soutien de ses pairs pour appliquer immédiatement ces connaissances. Donc, vous voyez, il y a cet aspect collaboratif-là, cet aspect apprentissage, partage que nous adorons à Knowledge Success. Slide. Alors, qu'est-ce que l'assistance par les pairs? Donc, juste un bref rappel, il s'agit d'une approche également systématique et participative qui met l'accent sur l'apprentissage avant l'action. Et dans le cadre de l'assistance par les pairs, une personne ou un groupe novice dans un processus demande conseil à une personne ou un groupe ayant une expérience pertinente dans un domaine. Donc, si vous vous rappelez, on avait dit que l'assistance par les pairs se concentre sur le partage concret de connaissances plus expérimentales ou tacites, notamment le savoir-faire, qui est souvent dans la tête des gens et difficile à exprimer. Donc, elle est structurée et nécessaire et nécessite une planification préalable pour décider des connaissances qui doivent être transférées entre les groupes participants. Donc, si vous vous rappelez, on avait donné l'exemple d'une assistance par les pairs que nous avons déjà eu à réaliser dans le cadre du GFF, donc entre le Sénégal et le Tchad. Alors, il y a le Sénégal qui a pris une certaine avance par rapport à ce processus-là et le Tchad avait entamé le processus, mais avec l'arrivée de Covid et d'autres aspects qui étaient en cause, avait eu un retard, avait eu des blocages pour progresser. Donc, en partenariat avec l'appui à l'époque de FP 2020, on a pu organiser, faciliter une assistance par les pairs entre ces deux pays-là. Et ça a vraiment été très utile. Des connaissances ont émergé. L'exemple, l'expérience du Sénégal a beaucoup aidé le Tchad. Donc, il y a vraiment beaucoup de connaissances qui sont ressorties, des relances, et même des informations inattendues, d'autant plus à cette époque-là. Tout le monde avait ce même problème du contexte de COVID-19. Donc, en pratique, c'est ça, mais il faut juste signaler que l'assistance par les pairs permet également le brainstorming et la créativité en temps réel. Il s'agit donc d'un bon mélange de différentes approches de réflexion qui peuvent apporter des solutions importantes aux équipes qui ne connaissent pas encore la mise en œuvre ou qui sont aux prises avec un problème. Slide. Alors, voici quelques-uns des avantages de l'assistance par les pairs. Premièrement, c'est efficace. Donc, tout ce qu'on vient d'expliquer montre que c'est efficace parce qu'elle peut être réalisée en un temps relativement court. Donc, la session d'assistance par les pairs peut durer environ 1 heure. Elle peut être planifiée et exécutée rapidement et les connaissances peuvent être mises en pratique immédiatement. Donc, quand on sort de l'assistance par les pairs, on est vraiment libre de mettre en pratique tout de suite ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient de tirer d'autres pairs. L'autre avantage, c'est que c'est une méthode ciblée et pratique, donc qui met l'accent sur une tâche spécifique ou un défi technique. Elle permet l'innovation, puisque les équipes peuvent bénéficier de l'aide et des idées de personnes extérieures à leur équipe avec lesquelles elles n'interagissent pas normalement, et aide également les équipes à identifier des approches créatives. Et le dernier avantage, c'est qu'elle est sociale, vu qu'elle favorise l'échange de connaissances et la création de réseaux qui peuvent perdurer au-delà de l'assistance par les pairs elles-mêmes. Donc, en principe, dès que vous faites la session d'assistance par les pairs, le lien est établi. Au-delà de cette activité que vous avez eu, séance prenante, vous pouvez continuer à échanger, vous pouvez continuer à vous passer des documents, vous pouvez continuer
donner à vous conseiller mutuellement sur des objectifs, des défis communs. Slide. Alors, dans le cadre d'une assistance par les pairs, un facilitateur travaille avec une équipe d'apprentissage, c'est-à-dire des personnes qui sollicitent les conseils et une équipe de partage. Donc, c'est les personnes qui partagent leur expérience. Et elle se fait en 6 étapes. Tout d'abord, l'équipe pédagogique présente le contexte. Elle fait court, pas plus de 100 minutes et se concentre sur les principaux défis de la principale question posée. Ensuite, l'équipe de partage examine le problème et pose les questions de clarification. L'équipe de partage toujours réfléchit à ce que l'équipe d'apprentissage doit savoir et où elle peut trouver ses connaissances. Tous les participants réfléchissent ensemble et discutent des options. L'équipe de partage ensuite présente individuellement ses commentaires, suggestions et conseils à l'équipe d'apprentissage. Et ces conseils sont présentés de manière informelle. Et c'est à l'animateur de veiller à ce qu'il soit bref et succinct. Et bon, ça je pense que c'est connu. Il faut nécessairement un preneur de notes qui puisse capturer les suggestions, les informations qui ressortent lors de la session des pairs. Et enfin, tous les participants réfléchissent à ce qu'ils ont appris. Donc, au finish, que ce soit l'équipe d'apprentissage ou l'équipe de partage, c'est tout le monde qui réfléchit pour voir comment utiliser ce qu'on vient d'apprendre. Slide. Alors, quand devez-vous organiser une assistance par les pairs? Donc, l'assistance par les pairs se fait de préférence en petits groupes, idéalement en pas plus de 20 personnes, donc voire 5. Ça, c'est normal. Si on veut vraiment favoriser l'échange, le partage, que l'on puisse tirer vraiment des informations utiles de la session, il est préférable. Ça, c'est ce qui est normal, de ne pas avoir un grand monde, mais d'avoir au maximum 20 personnes. Et elle peut même se faire avec 5 personnes. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe de partage qui puisse partager ses expériences, répondre aux besoins de connaissances de l'équipe d'apprentissage. Et l'équipe d'apprentissage, celle qui pose les questions, doit être utile, donc pas plus de 3 personnes. Tandis que l'équipe de partage peut compter plus de participants. Donc, on peut avoir plusieurs expertises allant dans le même domaine pour répondre aux différentes questions, préoccupations de l'équipe d'apprentissage. Mais il est quand même conseillé de garder une petite équipe pour pouvoir rassembler toutes les réponses et donner un sens aux conseils donnés. C'est aussi mieux lorsqu'il y a une question ou un défi clair à relever. Donc, je pense que je l'avais dit la dernière fois, l'idéal, ce n'est vraiment pas d'aller dans tous les sens, mais il faut avoir un objectif. Il faut savoir quel est le problème qu'on veut régler. Maintenant, par rapport à ce problème qu'on veut régler, on peut avoir plusieurs questions rattachées à cet objectif-là, à ce défi qu'on veut relever, mais l'essentiel, c'est de ne pas être trop dispersé pour permettre à l'équipe de partage de mettre à votre profit toutes les informations dont vous avez besoin et que vous puissiez utiliser à la fin de cette session des pairs. Et donc, cette approche est donc à éviter si le projet est loin d'être lancé ou s'il est si proche de la clôture que vous ne pouvez pas mettre en œuvre les suggestions. Donc, ce que vous tirez de la session d'aide des pairs doit vous servir. Et l'assistance par les pairs se fait donc souvent au moment du lancement d'un nouveau projet ou d'une nouvelle initiative, mais une fois qu'il y a quelques questions claires à poser. Et enfin, ce qui est très intéressant, c'est que cela peut se faire virtuellement et avec une planification minutieuse. En tout cas, nous, à notre niveau, les sessions d'assistance par les pairs que nous avons faites, nous les avons tenues virtuellement et c'était très bien. Donc, je vous invite vraiment à adopter cette approche-là également de gestion des connaissances. Slide.
Alors, puisque nous avons tous pris l'habitude d'adapter les activités à des contextes virtuels, nous recommandons également d'utiliser une plateforme dotée de fonctions vidéo, audio, de chat et de partage d'écran, tels que Zoom, tels que Teams, tels que Google Meet. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir disposer de ces fonctionnalités-là pour faciliter l'assistance par les pairs lorsque vous ne pouvez pas être en personne ou qu'il est financièrement intéressant de se connecter en ligne. Donc, voilà, Zoom est très pertinent lorsqu'on veut faire l'assistance par les pairs, mais vous avez également d'autres plateformes que vous pouvez utiliser, mais qu'ils puissent seulement disposer de ces fonctionnalités-là. Slide. Alors, nous avons présenté également quelques conseils généraux pour organiser une assistance virtuelle par les pairs réussis. Et le premier conseil, c'est d'organiser des appels de planification préalables afin de vous assurer que l'équipe d'apprentissage comprend bien ce qu'elle demande au conseil ou bien conseil de faire. Et veillez également à ce que les bonnes personnes soient invitées. Donc, choisissez avec soin l'équipe de partage, c'est-à-dire les experts qui ont une expérience pertinente et qui comprendront ce que l'on attend d'eux. Ensuite, veillez à ce que les rôles soient clairs pour tous. L'équipe d'apprentissage doit également s'entraîner à raconter son histoire de manière à ce qu'elle soit courte et qu'elle exprime clairement le défi. Et enfin, nous recommandons d'informer l'équipe de partage à l'avance du projet de l'équipe d'apprentissage, de son équipe, etc. Donc, tous ces conseils-là nous ramènent à la nécessité de pouvoir mettre non seulement l'équipe de partage dans les conditions de pouvoir répondre de façon adéquate et pertinente aux questions de l'équipe d'apprentissage, mais également de permettre à l'équipe d'apprentissage de savoir clairement qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, d'établir ce lien-là et de permettre également aux facilitateurs de pouvoir bien orienter, rediriger les échanges qui auront lieu pour que tout le monde puisse en sortir gagnant. Slide. Alors, toujours par rapport au conseil, veillez à ce qu'il y ait un animateur et un preneur de notes, de préférence une personne neutre et non associée à l'un ou l'autre groupe pour que le groupe reste concentré sur sa tâche et que la discussion soit enregistrée. Donc, si je prends l'exemple du Sénégal et du Tchad dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est vrai que j'étais dans le même pays que l'équipe de partage, mais il n'y avait vraiment pas de link entre nous, d'autant plus que mes connaissances par rapport au DFF ne sont pas aussi profondes que celles qui étaient là pour présenter, que les experts qui étaient là. Donc, j'étais vraiment tout à fait neutre. Ce qu'on avait en commun, c'est qu'on parlait français et que je partageais le même pays que les Sénégalais, notamment l'équipe de partage. Donc, c'est utile d'avoir une personne neutre pour garder la discussion au juste milieu. Vous pouvez aussi utiliser une plateforme virtuelle de prise de notes, donc ne serait-ce qu'un simple Google Doc pour rester organisé et à jour. Donc, c'est toujours important et s'il y a d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez, elles pourront accéder à ces notes-là et peut-être qu'il y aura des choses qui vous auront échappé, qu'elles peuvent rattraper en les intégrant dans le document-là. Donc, l'utilisation d'une plateforme virtuelle de prise de notes, ça, c'est important dans toute activité, pas seulement dans l'aide des pairs. L'autre point, c'est de prévoir du temps au début de la réunion pour les présentations et les brises-glaces. Donc, vous pouvez prévoir 10 à 15 minutes au début pour établir un rapport, car c'est un moyen important d'amener les gens à s'ouvrir et à partager librement. Donc, ce n'est pas seulement important de le faire pour les KM Training, comme nous avons l'habitude de le faire, mais c'est toujours bien d'établir ce lien-là entre les personnes. Utilisez la vidéo si possible pour que les participants puissent voir les expressions faciales et le langage corporel et organiser une réunion de suivi informel pour faire le point et voir comment l'équipe d'apprentissage progresse. Slide.
L'une de nos activités d'assistance par les pairs, donc, dans le cadre de Knowledge Success, c'est celle que je viens de vous présenter. Entre le Sénégal et le Tchad. Et au cours de cette conversation qui avait duré 90 minutes, les points focaux du Tchad avaient pu présenter leurs défis aux experts du Sénégal avant de se lancer dans un échange de questions-réponses. Et en définitive, à la suite de cette activité, le Tchad a été équipé de recommandations clés, de leçons apprises et de ressources pour améliorer le financement de la PEF dans leur pays. Donc, au-delà des échanges virtuels qu'il y a eu un partage de documents entre les deux équipes qui étaient présentes. Et vraiment, c'était une activité très appréciée et que nous, à Knowledge Success, nous adorons organiser. Slide. Donc, on va faire un petit exercice de brainstorming. Donc, on va utiliser Google Annotate, Zoom Annotate, désolé. Et ce qu'on va voir, c'est comment maintenir l'engagement. Donc là, le scénario, c'est que votre organisation a lancé une communauté de pratique pour faciliter les dialogues, le partage et l'apprentissage sur un sujet brûlant et prioritaire. Cependant, l'engagement commence à diminuer lorsque de nouvelles priorités apparaissent. Comment, d'après vous, maintenir la dynamique de la communauté de pratique existante? Donc, on va faire comme d'habitude. Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat ou bien aller sur Zoom Annoter. Donc, dans Options d'affichage, sélectionnez Annoter. Et vous allez voir la barre d'outils en haut de votre écran et vous allez choisir l'icône T. Donc, c'est pour écrire du texte. Et là-bas, vous pourriez ajouter une zone de texte, puis vous pouvez commencer à taper. Donc, nous allons vous donner quelques minutes pour réfléchir à cette question et ajouter vos réponses maintenant. C'est bon? Si vous le souhaitez, je peux vous mettre les consignes dans le chat. Si vous avez des difficultés à vous retrouver sur Zoom Annotate, sinon, mettez juste votre réponse dans le chat. Vous avez 5 minutes. Le scénario. Alors, donc, on dit que votre organisation a lancé une communauté de pratique pour faciliter le dialogue, le partage et l'apprentissage sur un sujet brûlant et prioritaire. Cependant, l'engagement commence à diminuer lorsque de nouvelles priorités apparaissent. Comment maintenir et renforcer la dynamique de la communauté de pratique existante? Peut-être... Sophie ou Nathalie, si vous pouvez leur mettre le scénario dans le chat, ça pourra les aider. Donc, je vois créer une activité de relance, ramener votre communauté sur les objectifs. Donc, vous avez le scénario dans le chat. Se focaliser sur les objectifs et un plan clair de la communauté de pratique existante. Alors, pour ceux qui ont des problèmes sur Zoom Annotate, mettez juste vos réponses dans le chat. Voilà, revoir les objectifs ensemble et les nouvelles priorités. Organise. Organiser des rencontres périodiques. Programmer une rencontre avec ordre du jour, des objectifs de départ. Il nous reste 2 minutes. Organiser une activité où toute la CDP se réunit, mettre l'accent
sur le centre d'intérêt des participants, organiser des activités dans le but de pérenniser les connaissances en organisant des activités de relance. Alors, quel genre d'activité de relance? Pour ceux qui parlent d'activité de relance, qu'est-ce que vous proposez comme activité de relance? Redéfinir aux besoins les priorités. Rappel de troupes, comme à l'armée. Oui. Redéfinir aux besoins les priorités. Recueillir un, ça c'est pas terminé, redynamiser les activités. Comment? Vous ne m'avez pas dit comment. Quelle activité de relance? Comment redynamiser? Programme, l'heure de rencontre avant 24 heures, oui. Maintenir le contact, voir la communication avec les participants et prioriser une démarche plus dynamique. OK. Alors, dans 1 minute, on arrête et je vais partager avec vous ma réflexion. Mohamed pourra en faire également pareil avant que l'on ne poursuive, puisque c'est une réflexion ouverte. Redynamiser les activités par les rencontres, oui. Une activité qui sort de l'ordinaire. OK. D'accord. OK. Alors, je pense que vous avez responsabilisé, d'accord. Alors, je pense que vous avez tous donné des réponses qui sont pas mal, c'est bien. Le seul souci, c'est que vous n'avez pas dit pourquoi. Effectivement, c'est bien de relancer, c'est bien de recentrer les intérêts, mais rappelez-vous également, pour ceux qui disent qu'il faut un plan structuré de la communauté de pratique, revoir les tâches et autres. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'il n'y a pas de plan spécifique pour la communauté de pratique et qu'il ne s'agit pas de tâches. C'est juste un cadre, donc c'est un cadre qui est ouvert pour échanger, pour partager des connaissances. Et je pense que s'il y a de nouvelles priorités qui apparaissent, qui émergent, c'est que ces priorités-là viennent également des membres de la communauté de pratique, parce que la communauté de pratique est open. Donc, forcément, on va avoir des priorités différentes. Maintenant, l'idée, l'avantage de la communauté de pratique, c'est que dans la communauté de pratique, on peut également utiliser d'autres approches de gestion des connaissances, notamment ce qu'on avait dit tout à l'heure, on peut faire un café de connaissances. On peut revoir par rapport à ces priorités-là, aux priorités antérieures, comment faire pour discuter d'un sujet donné. Mais c'est vraiment de donner l'opportunité à tous de voir ces intérêts, ces questions passer en revue. Donc, dans la communauté de pratique, on peut organiser un café de connaissances. Ça, je pense que ça va aguicher l'intérêt des uns et des autres et de savoir que la même activité peut être organisée pour remettre sur la table la nouvelle priorité qui apparaît et qui est mon intérêt particulier. Parce que forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura plusieurs sortes de priorités qui vont émerger des uns et des autres. Mais également, on peut juste voir, on peut juste mobiliser les choses et voir peut-être quel est l'intérêt, pourquoi pas, de mettre en commun certains qui ont plus d'expérience, plus de connaissances sur une priorité donnée et d'organiser une aide des pairs comme ce qu'on vient de dire. Le plus important, c'est juste de veiller à ce que les gens puissent explorer ensemble ce qui est exposé sur la communauté de pratique. Et au-delà de ça, les échanges sont permanents, sont continus et peuvent se faire à travers le web, juste des forums de discussion et autres. Mais l'essentiel, c'est de ne pas se focaliser sur une tâche ou bien de mettre de côté une autre tâche pour que les autres, c'est sûr, ils vont se désengager. Mais faites de sorte qu'il y ait des activités pertinentes qui puissent mettre sur la table des priorités. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il a pensé à café de connaissances. Je me suis rappelé du café et j'ai oublié ce qui suit. Ah bon?
Donc, c'est le café de connaissances. Voilà, la communauté de pratique vous offre également vraiment l'opportunité d'utiliser plusieurs autres approches de gestion des connaissances pour rappeler, c'est quoi? Regrouper les, j'ai oublié le terme militaire là, rappel des troupes. Donc, je laisse Mohamed, s'il a quelque chose à ajouter avant qu'on poursuive, puisque c'est une réflexion ouverte, il peut avoir d'autres suggestions pour vous. Mohamed, à toi. OK, oui. Bon, en général, les communautés de pratique, plus ou moins, quel que soit le domaine, hein, les gens y sont pour un intérêt. Ils y sont pour une certaine motivation. Et souvent, on va dire l'insuffisance de dynamisme ou la diminution, on va dire, de la motivation des groupes est souvent liée peut-être à la manière dont les discussions sont en train d'être menées ou peut-être la manière dont les discussions se fassent ne cadre pas tout à fait avec les centres d'intérêt ou les éléments qui ont motivé l'adhésion à la communauté. Et c'est pour cette raison, les personnes qui tirent la communauté doivent donc avoir cette réflexion dynamique pour que les sujets d'actualité, les sujets d'innovation dans le domaine ou alors les sujets hautement stratégiques, qu'on puisse souvent les ramener au devant de la scène pour que les gens puissent davantage échanger. Et un point important que Aïssatou a signalé, c'est que dans une communauté de pratique, vous avez souvent, on va dire, des personnes qui sont vraiment à un certain niveau et que beaucoup aimeront apprendre quelque chose de ces personnes-là. Donc, si vous sentez que l'engagement des membres du groupe baisse, n'hésitez pas à faire ouvrir par ces personnes-là certains sujets ou certains débats pour permettre à ce que ça puisse redynamiser les gens, les remotiver aussi à continuer avec le groupe. Ce sont donc juste là quelques idées que je voulais ajouter à ce que Aïssatou vient de dire. Merci Mohamed. Et en même temps, je pense que tu peux poursuivre. Je te repasse la parole. OK. Slide, s'il vous plaît. OK. Donc maintenant, nous allons un peu, slide encore. Nous allons maintenant parler d'échanges d'apprentissage entre pairs, qu'on appelle aussi souvent voyage d'études. Il s'agit de visites ou de séries de visites. Ça peut être dans un pays ou plusieurs pays ou sur un site qui peut être à l'intérieur des mêmes pays ou c'est-à-dire par un individu ou un groupe d'individus avec vraiment un objectif spécifique, un objectif très clair en tête. Pourquoi on veut faire l'échange d'apprentissage entre pairs. Les participants font l'expérience en direct de la façon dont quelque chose a été ou est mis en œuvre. Ces activités peuvent également, on va dire, être réalisées virtuellement, moyennant vraiment une très bonne planification, mais étant donné que c'est vraiment, comme le nom dit ici, voyage d'études, le voyage virtuel est possible, mais vraiment l'idéal est que cette activité se passe physiquement. Slide. Alors, pourquoi faire un échange d'études entre pairs? Pourquoi on voudrait organiser de tels apprentissages entre pairs? Alors, le premier point, c'est que vous pouvez vouloir accueillir de nouvelles connaissances que possède un groupe, une organisation ou une institution particulière. Et ceux qui partagent ces connaissances peuvent vous soutenir lorsque vous retournez dans votre organisation et que vous appliquez ces connaissances-là. C'est également une occasion de créer des réseaux
et des partenariats et autour donc de, on va dire, c'est-à-dire dans le domaine similaire ou en tout cas sur les centres d'intérêt que vous avez qui motivent, on va dire, le voyage. Donc, il s'agit vraiment de rencontrer des personnes qui peuvent constituer un réseau de soutien pour l'avenir. Et enfin, vous pouvez développer une compréhension commune et une motivation pour une action collaborative. Il est presque certain que les deux groupes vont apprendre l'un de l'autre parce que chacun apporte quelque chose. Et vous pouvez continuer à communiquer après la fin des visites pour assurer le suivi et voir comment se passe la mise en œuvre des nouvelles connaissances et compétences que vous venez d'acquérir au cours donc, de ces visites. Par exemple, on a quelques exemples concrets de visites dans certains pays du partenaire Ouagadougou. Quand on a voulu faire en sorte que la délégation des tâches puisse, c'est une pratique à haut impact, mais il se trouve que certains pays ont commencé très tôt. Et donc, malgré que c'est une pratique à haut impact documentée, donc certains ont commencé très tôt et ont eu une certaine expérience et même à améliorer certaines parties de cette pratique. Donc, des pays se déplacent simplement pour aller voir comment est-ce que dans la pratique, ils ont mis en œuvre cette pratique à haut impact dans le but donc d'améliorer ou de faciliter la mise en œuvre à leur niveau. Slide. Alors, qu'est-ce qui fait que, on va dire, cet échange-là d'apprentissage entre pairs est efficace ou en tout cas va faire le succès ou va apporter les résultats escomptés? Il s'agit avant tout d'impliquer tous les participants, que ce soit ceux qui accueillent et ceux qui rendent visite, dans la planification afin de comprendre les attentes des deux côtés. Planifier le voyage d'études en profondeur, non seulement le lieu, la logistique, mais aussi l'enchaînement des activités, l'engagement des participants, les activités de suivi, c'est vraiment de prendre l'activité de A à Z pour s'assurer qu'on n'oublie pas des détails qui vont venir, si vous voulez, gâcher ou en tout cas impacter négativement sur l'organisation. Faites participer les bonnes personnes lors de la sélection des participants. Tenez compte de leur contribution, de ce qu'ils apporteront à la dynamique du groupe. Mais aussi, ce choix est extrêmement important parce qu'on a vu particulièrement dans nos pays que quand il y a ce genre de visite d'échange, il y a des personnes qui sont là, mais qui, au retour, en fait, n'ont pas une action spécifique ou ne sont pas vraiment impliqués dans l'activité en question, de sorte qu'en fait, la participation va être plus ou moins biaisée. Donc, ce qui fait que la sélection des personnes pour participer pendant et après est un élément important. C'est là où on parle ici des activités de suivi. Identifier une série de partenaires locaux pour aider à comprendre le contexte culturel, sociopolitique. Parce que vous vous déplacez pour aller quelque part, donc ça devient vraiment important de vous assurer d'un certain nombre d'aspects. Prévoyez un temps d'arrêt pour permettre aux participants de se ressourcer, d'établir un réseau informel, parce que oui, vous venez pour apprendre quelque chose de spécifique, mais c'est aussi pour le réseautage, c'est aussi pour apprendre d'autres choses supplémentaires qui souvent, un contexte culturel peut souvent aider à mieux appréhender un problème posé ou une solution trouvée. Documenter les leçons apprises et diffuser-les rapidement après la visite, idéalement dans un délai d'1 mois. Envisager des ateliers de suivi si c'est nécessaire. Prévoyez un espace social pour que les participants puissent rester en contact par la suite.
Vous pouvez également utiliser des plateformes numériques. De nos jours, il y en a plein, les Google Drive, tout ce que vous connaissez qui peut permettre à ce que vous puissiez partager des éléments de la visite, y compris les photos, les vidéos, beaucoup d'autres choses. Documenter les progrès réalisés par la suite et rassembler les documents en un seul endroit pour davantage enrichir l'après-visite. Slide. Alors, voici quelques photos d'échanges d'apprentissage menés entre le projet, le prédécesseur de Knowledge Access, Knowledge for Health, en partenariat avec Pan-Caribbean IDS Partnership. Un groupe s'est rendu donc aux Bahamas pour un échange d'apprentissage et un bloc de photos détaillé est inclus donc dans le document de rapport de cette visite. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez en savoir plus de la façon dont tout cela a été organisé, ce serait possible donc de faire un partage là-dessus. Comme nous l'avons aussi mentionné, ce serait plus difficile dans le contexte de COVID, mais c'est possible d'avoir un mode hybride pour ce type de visite, dont une partie peut se faire à distance et l'autre peut se faire physiquement. Slide. Alors, on va passer à une autre approche qui est le jumellage. Donc, alors que un échange d'apprentissage entre pairs implique souvent plusieurs organisations de plusieurs pays où on va dire, au contexte qui visitent un même lieu, le jumellage se fait surtout entre des deux institutions qui s'associent pour une relation à plus long terme. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, c'était comme un phénomène de mode jumellage entre des villes. Par exemple, que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, il y a eu des jumelages entre les villes. Et donc, c'est vraiment de type institution, parce que c'était des institutions en fait qui tiraient ce type de jumelage. Slide. Alors, qu'est-ce que c'est que le jumelage-là? Donc, le jumelage d'une institution avec une autre similaire, mais généralement plus mature pour un partenariat mutuellement bénéfique. Et lorsque nous disons ici mature, comprenez qu'il s'agit simplement d'une institution, on va dire, qui a une plus grande expérience dans un domaine plus qu'une autre. Par exemple, si on veut introduire les implants dans un programme de postpartum, il se peut qu'il y ait une organisation qui a une plus forte expérience en la matière, donc l'autre organisation peut apprendre à ce sujet et peut souvent apporter aussi sa propre expertise pour que l'organisation dite mature puisse en tirer aussi des enseignements. En réalité, il s'agit vraiment d'un partenariat mutuel et les deux parties peuvent apprendre l'une de l'autre. Et ces relations peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années, ou se terminer par l'achèvement d'un certain produit. Par exemple, une organisation peut avoir besoin d'aide pour introduire les implants dans son programme de postpartum et le jumelage peut donc prendre fin une fois que cette organisation arrive vraiment à mettre au point, ou en tout cas à atteindre cet objectif, où elles peuvent trouver d'autres sujets sur lesquels collaborer au fil du temps. Donc, il peut vraiment s'agir d'une relation ouverte, d'une relation qu'on peut volontairement vouloir de long terme. Slide. Alors, pourquoi on veut organiser ou faire un jumelage? Les jumelages peuvent vraiment nous aider à appliquer nos connaissances dans de nouveaux contextes
car nous pouvons apprendre et observer les organisations qui mènent des activités similaires, à l'échange des échanges d'apprentissage entre pairs qu'on vient de dire, les voyages d'études. Les jumelages peuvent nous permettre de poser des questions spécifiques sur la mise en œuvre, par exemple, d'une activité, d'un programme, et d'entrer dans le vif du sujet, et peuvent contribuer au transfert de connaissances tacites d'un groupe à l'autre. Il s'agit souvent d'accords informels qui perdurent même après la fin de la raison initiale de leur. Donc, c'est vraiment un processus qui va aussi dans le sens d'un renforcement des capacités organisationnelles. Les jumelages se font donc au niveau institutionnel, ne dépendent pas d'une personne. Donc, ce qui fait que quand, par exemple, on a commencé avec une personne, même si cette personne n'est pas là, le fait que ça se passe entre institutions, en ce moment-là, le jumelage pourrait toujours commencer. Les jumelages, donc, nous aident à lancer des actions, des activités nouvelles ou à en améliorer. Ils peuvent également permettre une collaboration, donc, comme je viens de le dire, à long terme entre les deux structures, vraiment dans un but de renforcement des capacités organisationnelles. Il intègre des formations ponctuelles à un soutien ou une assistance technique plus régulier et à plus long terme. Et c'est pour cette raison qu'il nous aide à mettre les connaissances en pratique, parce que du fait que vous disposez d'une assistance à long terme, ça fait que vous avez le temps de mettre en pratique, d'expérimenter ce que vous avez appris de l'autre organisation et d'avoir cette assistance-là pour permettre à ce que vous puissiez rester sur la bonne voie et donc vous renforcer davantage. Slide. Alors, qu'est-ce qui fait la réussite d'un jumelage? Il s'agit de veiller à consacrer suffisamment de temps dès le départ pour mieux vous connaître en tant qu'organisation, en identifiant le partenaire le plus approprié et les personnes les plus aptes à participer aux jumelages. Il s'agit également d'obtenir l'engagement et la compréhension de tous. Donc, ça, c'est vraiment qu'on se mette sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce que nous voulons en tant qu'organisation qui veulent collaborer. Et il s'agit également de vous assurer que les engagements financiers et opérationnels sont clairs, en particulier si les déplacements ou d'autres coûts sont associés. Parce que, si on décide d'aller dans ce sens-là, c'est vraiment important qu'on puisse savoir pour X ou Y chose, qui doit faire quoi et qui doit payer quoi. Pour pérenniser les jumelages également, il s'agit d'établir un plan pour suivre l'accord de jumelage après la fin du financement actuel ou le départ, par exemple, du personnel. Et n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est médias sociaux, à avoir des groupes d'échange comme les WhatsApp et également à avoir un endroit où vous allez entreposer les documents initiaux, les documents du travail, les documents en tant que résultat, ou de partager vraiment d'autres bonnes histoires pour davantage enrichir l'histoire de votre jumelage. Alors, slide, je laisse maintenant là la parole à Aïssatou pour vous parler de mentorat. Merci. Merci, Mohamed. Alors, donc la dernière approche dont nous allons parler aujourd'hui est similaire à un jumelage, mais elle concerne plutôt des individus plutôt que des institutions. Donc, comme Mohamed vous l'a dit,
Le jumelage se fait entre institutions, mais là, il s'agit d'individus et l'activité en question, c'est le mentorat. Donc, beaucoup d'entre vous ont probablement participé à des mentorats, soit en tant que mentoré, soit en tant que mentor. Slide. Alors, qu'est-ce que le mentorat? Le mentorat consiste à travailler sous la direction d'un expert. Donc, le mentorat est l'un des moyens les plus efficaces de transmettre le savoir-faire tacite d'un expert à un aspirant d'expert. Donc, cette pratique remonte à l'histoire de l'humanité et reste d'actualité. Et contrairement à l'apprentissage en classe, l'apprenti ou le mentoré se voit confier des tâches pratiques sous la supervision et les conseils de son mentor. Donc, les mentorats peuvent être à court ou à long terme et peuvent aussi être formels ou informels. Il y a quelqu'un qui parle de boisson en dessous. Alors, les mentorés peuvent se dérouler au sein d'une même organisation ou entre deux organisations différentes et ils peuvent également se dérouler sur quelques mois ou sur plusieurs années. Il s'agit d'arrangements flexibles, mais il reste préférable d'en établir les termes dès le départ afin que les deux parties soient d'accord. Donc, je vais vous donner, avant que l'on poursuive, un exemple, cette fois-ci de mentorat, mais plus ou moins informel. Donc, récemment, Knowledge Success avait organisé une formation sur la création de contenu avec de jeunes ambassadeurs de la PFFR, donc de jeunes ambassadeurs francophones et le staff du partenariat de Ouagadougou, du LUCPO, donc quelques membres. C'était vraiment pas beaucoup de personnes. Et après ça, des jeunes se sont engagés à produire du contenu, à écrire des blogs. Donc, nous avons fait, sur la base de ce qu'ils ont appris et leur volonté de produire du contenu, d'écrire des blogs, nous avons travaillé avec eux, nous les avons suivis, nous avons identifié pour eux des tâches spécifiques, comment ils doivent procéder, comment ils doivent faire du début à la fin de la production de ce blog-là. On a juste accompagné, c'était un peu comme on a dit tout de suite, des apprentis qui voulaient mettre en œuvre, qui voulaient pratiquer leurs nouvelles connaissances. Donc, c'est un genre de mentorat plus ou moins informel et cet exercice également continue. Donc, tous ceux qui ont, nombre de ceux qui ont été présents à cette formation-là aujourd'hui veulent se prêter à la création de contenu, notamment la production de blog posts et Knowledge Success sur demande peut les accompagner tout au long des processus en question. Slide. Alors, pourquoi participer au programme de mentorat? Donc, les programmes de mentorat sont un excellent moyen de conserver et de transférer les connaissances et surtout de fournir un soutien aux mentorés lorsqu'ils appliquent leurs connaissances et leurs nouvelles compétences. Donc, vous voyez que ça répond parfaitement à l'exemple que je viens de partager avec vous. Et le mentorat est un processus clé pour la gestion des connaissances. Donc, outre le transfert de connaissances tacites et le maintien de l'expertise au sein de l'organisation, il peut également aider le mentoré à devenir un membre reconnu et accepté de la communauté en lui transmettant la valeur et les visions de celle-ci. Les mentorats offrent également des perspectives, stimulent la croissance professionnelle, encouragent et aident à résoudre les problèmes quotidiens dans les situations difficiles. Donc, ces relations sont mutuellement bénéfiques et offrent des possibilités de croissance et d'apprentissage aux deux parties. Et puis, semblable au jumelage et au voyage d'études, les mentorats offrent un soutien des deux côtés. Donc, le mentor apprend souvent autant qu'il partage et ces relations aident à utiliser les nouvelles connaissances et expériences. Donc, vous savez que dès qu'il y a
ce link-là se partage là direct entre deux individus, forcément, aussi bien l'un que l'autre apprennent. Donc, il y a toujours un apprentissage des deux côtés. Slide. Alors, on va parler des caractéristiques d'un bon mentor. Donc, le premier point, c'est le désir d'enseigner, donc de guider. Il faut d'abord que le mentor ait cette volonté de partager son expertise, d'en faire profiter d'autres. Qu'également le mentor ait la capacité à motiver, parce que ce n'est pas toujours évident quand on vient d'acquérir de nouvelles connaissances ou bien de nouvelles compétences, de les mettre en pratique. On peut facilement se décourager, surtout quand on trouve que les choses peuvent sembler difficiles et complexes. Donc, il faut que le mentor soit aussi présent et ait la capacité à motiver son mentor et son apprenti à aller de l'avant. Il faut également l'expertise personnelle et la familiarité avec le sujet. Donc, il faut toujours établir ce lien familial-là pour mettre le mentoré en confiance, mais également pour éradiquer toute barrière, tout gêne à mettre devant vous, à vous présenter ses problèmes, ses difficultés. Vraiment le mettre à l'aise. Il faut être aussi un habile communicateur. Et il faut avoir une conscience de soi et être autocritique. Slide. Toujours par rapport aux caractéristiques d'un mentor idéal, donc il faut aussi accepter les différentes approches, ne pas toujours insister sur le fait que sa méthode est la seule possible. Il faut vraiment être ouvert, être open, ne pas dire que quand c'est ligne droite, ça ne peut être que ligne droite. Donc, il faut savoir écouter l'autre, prendre en considération les autres alternatives qui sont offertes dès l'instant que l'idéal, c'est toujours d'arriver à destination. Donc, même si c'est si ce n'est pas la bonne voie, écoutez votre apprenti, écoutez votre mentoré en question et puis prenez également en compte ses propositions. Et au besoin, s'il y a des réaménagements à faire, des corrections, faites-le, mais avec lui. Il faut également beaucoup d'engagement parce que ça demande du temps, des ressources et de la persistance. Donc, autant votre mentoré peut se décourager, autant vous-même, vous pouvez vous lasser facilement. Donc, il faut vraiment être engagé, savoir prendre de votre temps pour appuyer votre mentoré, pour l'écouter aux besoins, savoir mettre à profit vos ressources et surtout savoir persister sur ce que vous souhaitez. Il faut aussi avoir la capacité à rester professionnel, donc comprendre la capacité à réaliser quand la relation de mentorat a fait son temps et ou quand elle ne fonctionne plus. Donc, rester toujours professionnel, quoi qu'il en soit. Et enfin, il faut également la capacité à susciter la confiance. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, créer cette relation familiale, mais mettez également la personne en confiance afin qu'elle puisse elle-même être motivée, aller de l'avant, que vous puissiez vraiment représenter ce mentor idéal dont elle est en quête. Slide. Alors, à côté des caractéristiques du mentor idéal, on a également des caractéristiques des mentorats efficaces. Et le premier point, c'est que les deux parties veulent être impliquées. La relation est chaleureuse, sûre et respectueuse. Les malentendus sont abordés en temps utile. Les relations se poursuivent sur une longue période de temps. Le pouvoir de partager, l'apprentissage à double sens, c'est-à-dire le mentor s'intéresse également aux idées du mentoré et les deux parties écoutent, partagent et apprennent. Donc, si vous voyez bien, tout ce qu'on recherche comme caractéristiques chez le mentoré peuvent permettre d'établir ces caractéristiques-là pour un mentorat efficace. Donc, le plus gros effort doit également venir du mentor. Ce n'est pas pour rien qu'il est le mentor. Slide.
Alors ça, c'est juste un exemple tiré du programme de santé reproductive urbaine de Tubang. Donc, ils ont utilisé un programme de mentorat clinique pour améliorer la prestation de services de planification familiale. Et la photo de gauche que vous voyez provient du Kenya et celle de droite du programme de mentorat clinique en Tanzanie. Slide. Alors, je pense que c'était la dernière approche qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Je vais quand même laisser le soin à Mohamed de vous prodiguer quelques conseils utiles pour l'application des connaissances de façon globale. Mohamed, à toi. OK. Alors, slide. Voilà. Vraiment, le premier point qu'on pourrait considérer là comme, on va dire, genre des recommandations générales, c'est tout d'abord rechercher un soutien à long terme, et que ce soit sous la forme d'une communauté de pratique, comme nous l'avons mentionné dans la session précédente ou que nous avons aussi vu à l'entame de cette session, que ce soit un jumelage ou un mentorat ou les autres méthodes que nous venons de discuter, c'est que avoir un soutien à long terme permet davantage de tirer profit, de tirer vraiment tous les bénéfices possibles de ce type d'application, on va dire, des connaissances. Qu'il s'agisse de prendre des notes pour un examen après action d'équipe de manière informelle afin de s'y référer lors des activités futures ou de partager les leçons d'un échange d'apprentissage entre pairs dans un article de blog publié. Il est important de disposer d'une sorte de documentation des leçons découvertes pour donc nous rappeler à nous-mêmes et aux autres voilà, toute cette belle expérience que, par exemple, on a eu à faire lors de ce type d'échange. L'apprentissage entre pairs n'est pas et ne doit pas être une activité ponctuelle. Trouver des moyens d'intégrer cet exercice d'apprentissage et d'application des connaissances de vos pairs voilà, dans votre manière de travailler, dans votre routine. Et vous verrez que quand vous organisez de temps en temps ces genres d'événements, à la fois, c'est comme c'est-à-dire que c'est comme souvent, ça donne l'impression aussi que c'est une activité de team building parce que ça finit par renforcer les liens de soutien d'un point de vue connaissance, d'un point de vue technique au sein de votre équipe. Donc, il s'agit vraiment d'incorporer ce genre d'apprentissage dans la manière dont votre organisation fonctionne. Certaines des méthodes qui ont été décrites, en fait, n'ont pas forcément ou n'ont pas d'implication financière. Il s'agit donc juste d'une idée à soumettre à des collègues, à soumettre à des superviseurs, aux chefs de programme, aux chefs de projet, aux directeurs de projet, pour que vous puissiez davantage voir comment est-ce que vous pouvez améliorer la manière dont les connaissances puissent circuler au sein de votre équipe. Maintenant, je vais retourner la parole à Aïssatou, mais avant cela, on va passer à la séance des questions-réponses si vous en avez. Slide pour afficher le slide des questions-réponses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez porter vos questions, comment dire, dans le slide, mais vu qu'on a un tout petit peu de temps, si une personne pense qu'il a une question spécifique qu'il voudrait porter à notre connaissance, ce serait aussi avec plaisir. Pas de questions?
Akom, Yabili, Madeleine, Manza, Guissan, Adjuma, Aimé, Denise, Étienne, il y a Joseph, Jean-Jacques, Jean-Claude, Fatoumata, Patrick. Bon, apparemment, Aïssatou, c'est tellement clean. Des suggestions, commentaires? Oui, allez-y. Aïssatou et Mohamed, en fait, nous, à notre niveau, c'est parce que l'explication est tellement fluide et claire. Donc, enfin, je pense pour ma part que j'ai assimilé. C'est pour ça que je ne pose pas de questions. En termes de commentaires, on va dire quoi? C'est de relire tous les supports, puis maintenant s'en approprier et puis passer à l'exercice. Sinon, je pense que le contenu est parfait, c'est assez bien rendu. C'est ce qui fait que moi, Denise, je n'ai pas de questions. Merci. OK, merci. Merci Denise, merci Ibrahima aussi Innocent pour le commentaire. Faustin, Jackie, Antoine, Karim, est-ce que vous avez des questions? D'accord. Bon, Aïssatou, apparemment, tu as fait un excellent travail. Félicitations. Donc, je te retourne donc la parole pour voilà, pour la suite. Merci. Okay. Merci Mohamed. Faut pas dire moi, c'est nous tous, hein, c'est toi, c'est Sophie, Nathalie, c'est le groupe, nos participants. Et je pense que c'est aussi parce que vous avez voulu être bien attentifs, que vous avez voulu participer à toutes ces sessions, que c'était intéressant. Et il y a juste avant que l'on poursuive, j'ai vu juste un point de Jean-Claude. Il dit on pourrait créer un réseau entre nous. Alors, je pense que la suggestion avait déjà été faite tout au début. Donc, on avait dit on peut toujours voir la possibilité de peut-être créer un groupe WhatsApp. Donc, je pense qu'on va exploiter ça, on va explorer la possibilité, d'autant plus que je pense également pour la plupart d'entre vous, on a vos numéros de téléphone. Donc après, on verra avec Sophie et Nathalie si on peut créer un groupe WhatsApp et où on pourra poursuivre les échanges et surtout voir quelles sont les initiatives qu'à votre niveau, vous avez prises pour mettre en pratique tout ce qu'on a fait lors de ces sessions-là. Donc, ce serait vraiment intéressant si l'un d'entre vous décide d'organiser une telle activité, une activité dont elle a pris connaissance ici. C'est bien de partager l'expérience dans ce groupe WhatsApp si on l'a créé. Donc, les attestations, la question pour les attestations, oui, comme on avait dit tout au début, tous ceux qui ont participé à 3 sessions au moins auront un certificat de participation. Donc, ne vous en faites pas. Ce sera partagé après. Et je pense également qu'il n'y avait pas de document quand j'ai voulu l'ouvrir. Ça, c'est Ibrahim Fall. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Ibrahim a dit qu'il n'y avait pas de document pour la présentation, pour la session 3, quand il a voulu l'ouvrir. Donc, s'il y en a qui sont dans le même cas, dites-le dans la fenêtre, ainsi que la session 5. Alors, si c'est juste Ibrahim, hein, peut-être après, on va... Sophie et Nathalie sont là, donc elles vont en tenir compte. Mais s'il y en a d'autres également qui sont dans la même situation, veuillez nous le faire savoir dans le chat et on fera le suivi après. Donc, on va voir les prochaines étapes, la conclusion, d'abord la conclusion avant les prochaines étapes. Donc, pour la conclusion, le besoin de gestion des connaissances identifiées lors des ateliers de co-création et d'analyse de programmes. Donc, c'est
C'est ça que nous allons faire. Et puis, des sujets spécifiques également qui ont été identifiés par une enquête sur la gestion des connaissances menée dans la région et abordés dans une série de 5 parties. Donc, c'est ça que nous avons voulu faire. Nous avons voulu répondre à ce besoin-là. Donc, si on a décidé de faire ces KM training, c'est parce que le besoin a été identifié lors des ateliers de co-création, mais également un exercice de mapping a été fait en Afrique de l'Ouest et je pense que j'ai dû peut-être interviewer certains d'entre vous et nous avons tenu compte de ces besoins-là pour aider les professionnels, les acteurs de la région à avoir des connaissances, des compétences en gestion des connaissances. Et ces sujets spécifiques, on aurait pu aborder d'autres aspects, d'autres parties relatives à la gestion des connaissances. Mais lorsqu'on a mené l'enquête, ce sont ces sujets-là qui sont ressortis comme besoins spécifiques des acteurs, des professionnels de la planification familiale, santé reproductive, d'où cette introduction globale, générale, qu'on a faite sur la gestion des connaissances, la session sur la création des connaissances, la narration d'histoires. Il y a d'autres manières de documenter également les histoires. Donc, la dernière fois, en discutant avec Mohamed, on a parlé également de l'importance également d'évoquer la documentation des bonnes pratiques, comment identifier et documenter les bonnes pratiques. Donc, ça aussi, ce sont des aspects qui auraient pu peut-être être abordés dans ces sessions, mais on a juste tenu compte de ce qui est ressorti comme principaux besoins. On a aussi parlé de l'échange de connaissances et enfin, aujourd'hui, on a vu comment aujourd'hui vous aider à appliquer ces connaissances-là. Donc, pas juste de collecter, de conserver, mais il faudrait vraiment connecter ces connaissances aux personnes et permettre à ces personnes-là de les utiliser. Slide. Alors, pour les prochaines étapes, donc, comme d'habitude, nous vous invitons à visiter le site de Knowledge Success. Donc, vous y trouverez beaucoup d'informations relatives à la gestion des connaissances. Vous y trouverez également énormément de ressources sur la planification familiale, santé reproductive. Donc, n'hésitez pas. Allez sur notre site et vous verrez également habituellement des opportunités d'activités de gestion des connaissances auxquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, soit pour un renforcement de capacité, soit pour des cadres de partage et d'échange. Donc, nous vous invitons vraiment à visiter le site de Knowledge Success, d'autant plus également que le contenu est disponible en français. Et si jamais également vous souhaitez produire du contenu sur la planification familiale, un aspect spécifique, donc un sujet important qui pourrait intéresser la grande communauté de la PFSR, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous appuierons à produire, mais également à publier, à disséminer, à partager vos informations. Slide. Alors, ici, ce sont vraiment les différentes ressources pour l'application des connaissances. Donc, vous les aurez lorsqu'on partagera avec vous cette présentation. Slide. Voilà, donc, on va passer à l'évaluation. Donc, Nathalie va partager le lien dans le chat. Mais avant ça, je vous rappelle toujours que vous pouvez nous contacter directement. Moi, vous avez mon email. Je suis tout à fait disponible. Nombre d'entre vous ont mon numéro et on va sérieusement penser à la création de ce groupe WhatsApp. Donc, Mohamed est là, je suis là. Sophie, Nathalie également, nous sommes tous vraiment disponibles à vous accompagner. Merci beaucoup. Nathalie va partager donc l'évaluation par email. Et je vous le rappelle, nous n'avons pas mis ça aujourd'hui, mais il y a la prochaine session
de training pour l'utilisation de FP Insight. Donc, nous en avons parlé la dernière fois. C'est pour le 22 février. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Donc, vous trouverez les liens pour pouvoir participer à cette formation-là qui sera en français. Donc, c'est pour le 22 février. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'était vraiment un plaisir. Et je tiens vraiment à remercier également Mohamed pour sa disponibilité, Nathalie et Sophie qui nous ont vraiment beaucoup aidés pour ces sessions-là. Elles ont fait le gros du boulot et kudos à elles, kudos à tout le monde. Une dernière fois juste, je voudrais vous inviter une nouvelle fois à mettre la caméra. On va prendre une dernière photo et puis je laisserai Mohamed vous dire au revoir à son tour.